Ce programme contient des images choquantes, accord parental souhaitable. Ils étaient des garçons et des filles ordinaires. Je ne crois pas avoir jamais été un monstre. Jusqu'à ce que quelque chose casse en eux. Je ne pensais qu'à une chose. Arrêter son cœur. Tous sont devenus des meurtriers avant l'âge de 18 ans. Coup de feu dans la cafétéria. Certains par amour, d'autres par vengeance, d'autres pour des raisons que nous ne découvrirons jamais. Il est impossible de savoir ce qui s'est passé dans la tête de cet adolescent. 15 meurtres atroces qui ont fait la une aux États-Unis. Ils ne pouvaient ni voter ni acheter de l'alcool, mais ces ados étaient capables de tuer. Le 20 avril 1999, le massacre du lycée de Columbine choque le monde entier. C'est la panique dans l'école. Des élèves ont été tués. Il nous faut la police. Mais 1 an et demi avant la tragédie du Colorado, un élève de seconde d'une petite ville du Mississippi vient à l'école avec la rage au cœur et un fusil. En 15e position de notre classement, les meurtres du lycée de Pearl. Maintenant, le monde se souviendra de moi. Je vais sûrement devenir célèbre. Luke Woodham a 11 ans lorsque ses parents divorcent. D'après lui, sa mère lui a reproché la rupture. Délaissé à la maison, il est le centre d'une attention malvenue à l'école. Luke faisait près de 2 mètres. Il devait peser dans les 115 kilos. C'était un faible. On ne pourrait le décrire que comme un peu ringard. Il a été brimé sans relâche pendant toute sa scolarité. C'est la première cause de cette fusillade à Pearl. Le 1er octobre 1997 est un mercredi matin comme les autres au lycée de Pearl, dans le Mississippi. Je remplissais des papiers avant l'école lorsque j'ai entendu les premiers coups de feu. Quelques minutes après 8 heures, environ 300 élèves attendent dans les couloirs de l'école que la cloche sonne. Je suis sorti pour voir ce qui se passait. J'ai fait volte-face et j'ai appelé la police. J'ai entendu d'autres coups de feu, je dirais 6 ou 7. 2 filles sont tuées. En 3 minutes, 7 autres étudiants sont blessés. Et le tireur, Luke Woodham, un élève de seconde, est en train de s'échapper. J'ai couru vers mon camion et j'ai pris mon pistolet. Il a essayé de s'enfuir dans sa voiture, mais j'ai pu le viser avec mon arme et l'obliger à quitter la route. Je l'ai menacé de l'abattre s'il bougeait, je l'ai fait sortir de la voiture et l'ai forcé à s'allonger. Woodham est livré aux autorités et emmené au commissariat de comté de Pearl, où il est interrogé par l'inspecteur Aaron Hirschfield. Il était fier de raconter son histoire. Je ne suis pas fou, monsieur. Je savais ce que je faisais. J'étais juste très en colère sur le moment. La police remarque que Luke a plusieurs coupures à la main. On lui a demandé qu'est-ce que tu t'es fait à la main. Oh, je me suis juste fait ça quand j'ai tué ma mère. Les autorités se précipitent vers une autre scène de crime. La modeste demeure où Luke vit avec sa mère, Mary Woodham. Entre-temps, Luke avoue calmement qu'il s'est réveillé vers 5 heures du matin. Ma mère était au lit. J'ai pris un oreiller, je suis allé dans la cuisine et j'ai pris un couteau de boucher. Je suis allé dans sa chambre, je lui ai mis l'oreiller sur la tête et je l'ai poignardé. Il l'a poignardé pas moins de 27 fois avec un couteau de boucher et il l'a également frappé avec une batte de baseball. Pourquoi tu l'as tué? Elle m'a jamais aimé. Elle te rabaissait? Toujours. Elle me disait toujours que j'arriverais à rien, que j'étais gros, bête et paresseux. Luke prétend que ses camarades de classe lui faisaient pire encore. C'était de pire en pire. Et je détestais tout le monde. Mais j'essayais d'être gentil. J'essayais vraiment. 1 an plus tôt, Luke tombe éperdument amoureux de sa camarade de classe, Christina Menefee. Luke et Christina Menefee n'ont jamais eu de véritable relation. Il n'y avait rien de sérieux, à part dans sa tête à lui. Je l'aimais plus que tout sur cette terre. Et puis brusquement, un jour, elle a rompu avec moi. J'étais anéanti. Je voulais me suicider. Selon les aveux de Luke, après avoir assassiné sa mère, il prend un fusil de chasse et se rend à l'école en voiture. Je voulais me venger de Christina. J'ai crié, je vais en finir. J'ai couru dans l'école, j'ai couru vers Christina et pan, en plein dans le cœur. D'un seul coup de feu, Luke tue Christina Menefee, 16 ans. Ensuite, il est prêt à en découdre avec toute l'école. J'ai tiré sur Lydia Dou. Je ne sais pas pourquoi, je lui ai juste tiré dessus. Lydia a survécu quelques minutes. L'un des conseillers d'orientation était avec elle et l'a accompagnée dans les derniers instants de sa vie.
Luke continue de faire feu et blesse 7 autres personnes. Après, j'ai essayé de m'enfuir. Myrick est arrivé et j'ai dit... Non, je ne veux pas mourir. Alors je me suis rendu. Âgé de 16 ans, Luke Woodham est considéré comme un adulte lorsqu'il est accusé du meurtre de sa mère, Mary Woodham, de Christina Menefee et de Lydia Dew. Le 5 juin 1998, un jury déclare Luke coupable du meurtre de sa mère. Il écope de la peine maximale, la prison à vie, sans possibilité de remise en liberté. La semaine suivante, Luke est jugé pour la fusillade du lycée de Pearl. Je suis la mère de Christina Menefee. Hier, je l'ai vu pour la première fois et il avait l'air d'un gamin terrorisé. Pour les meurtres de Christina Menefee et Lydia Dew, Luke écope de 2 autres condamnations à perpétuité. Luke passera le reste de sa vie en prison. Luke, Dieu vous a-t-il pardonné? Oui? Et vous êtes-vous pardonné? Non. Je crois qu'il y a un Luke Woodham dans chaque école des États-Unis. Et si on ne fait pas tout pour minimiser le risque de ces tueries, elles continueront à se produire. Un soi-disant vampire est accusé de meurtre et la presse est assoiffée de sang dans une petite ville de Floride. En 14e position, les meurtres de la secte des vampires. Les parents de Rod Ferrell sont 2 adolescents qui se séparent quelques semaines après sa naissance, en 1980. Avec sa mère, il mène une vie chaotique et troublée. Mère et fils sont constamment en déplacement. Mon enfance a été erratique, chaotique, remplie d'innombrables situations et événements peu engageants. Adolescent, Rod cherche le moyen d'échapper au monde réel. Je crois que la vie de vampire m'a attiré parce qu'elle me proposait un échappatoire. Séduction, mystère, illusion, c'est ce qui la rend si attirante. Rod joue bien son rôle de vampire et réunit bientôt un cercle d'adeptes. Quand j'ai fondé ma secte, je me suis servi de mon charisme pour rassembler les gens. On était liés par des liens pseudo-familiaux. L'auteur Aphrodite Jones a écrit un livre sur l'affaire. Pour ces jeunes, être un vampire signifiait se tailler les poignets et boire le sang des uns des autres au cours de rituels. Un peu comme des enfants devenant frères de sang. En 1995, Ferrell et sa mère vivent à Eustis, en Floride. Rod devient ami avec une jeune fille du nom de Heather Wendorf. Elle était très intelligente. Ça m'a toujours attiré. En décembre 95, Rod déménage dans le Kentucky, mais d'après des documents judiciaires, il garde le contact avec Heather. On a eu de très nombreuses conversations téléphoniques. D'après des rapports officiels, Ferrell croit que Heather a peur de ses parents. Je ne veux pas dire que j'ai tiré une conclusion hâtive, mais après toutes ces années, je me dis que c'est peut-être ce que j'ai fait. En novembre 1996, Rod décide de sauver Heather de ses parents. Il recrute 3 membres de son clan de vampires. Scott Anderson, 16 ans, fournit une voiture. Dana Cooper, 19 ans, donne l'argent pour l'essence et Charity Kissy, 16 ans, est la petite amie de Rod. La nuit du 25 novembre, les 4 adolescents arrivent à la maison de Wendorf à Eustis, en Floride, à environ 55 km d'Orlando. Je crois que tout cela s'est produit parce que j'ai fait du zèle en voulant protéger une amie. D'après le tribunal, Heather a pris un sac rempli d'affaires, écrit une lettre à ses parents et a rejoint Charity et Dana pour aller dire au revoir à son petit ami. Heather insistera par la suite sur le fait qu'elle n'avait pas compris ce qui allait se passer. Rod et Scott se faufilent dans le garage des Wendorf. Ferrell y trouve un pied de biche. Rod a pénétré dans l'habitation avec Scott. C'est Rod qui a tué. Scott était paralysé. Le père de Heather, Rick Wendorf, 49 ans, regarde la télévision allongé sur le canapé. Je me suis approché de son père et je l'ai frappé autant que j'ai pu jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Il a bien mis 20 minutes à s'arrêter. La compagne de toujours de Rick, Ruth Quinn, 53 ans, sort de la douche et entre dans la cuisine. Elle s'est précipitée sur moi. Alors j'ai pris le pied de biche et je lui ai planté dans le crâne. Et je l'ai frappé jusqu'à ce que sa cervelle coule par terre. Rod et Scott prennent la Ford Explorer des Wendorf et quittent la ville avec Heather, Dana et Charity. La sœur aînée de Heather, Jennifer, revient à la maison vers minuit. Jennifer Wendorf a trouvé sa mère et son père morts.
Nous avons appris que Heather et un certain Rod Ferrell avaient l'intention de faire une fugue. 3 jours plus tard, les 5 adolescents sont capturés à Bâton Rouge, en Louisiane. Lorsque la police interroge Ferrell, il se vante d'avoir commis les 2 terribles meurtres. Quand on prend une vie, on devient un dieu pendant une fraction de seconde. C'est ce que j'ai ressenti. Mais si j'étais un dieu, je ne serais pas ici, j'imagine. Entre-temps, Heather clame son innocence. Je ne savais pas qu'il allait tuer mes parents. Je me rappelle lui avoir dit « Ne t'approche surtout pas de mes parents. Je les veux vivants. » Le 17 décembre 1996, Rod est inculpé pour le meurtre de Rick Wendorf et de Ruth Quinn. Ferrell commence par plaider non coupable, mais au début de son procès, le 4 février 1998, il décide de plaider coupable. J'étais responsable de quelque chose qui n'était absolument pas nécessaire. Le procès passe directement à l'étape de la condamnation. Roderick Justin Ferrell, par l'autorité de ce tribunal, vous êtes condamné à la peine de mort. À ce moment-là, j'ai pensé... Bon, ben voilà. Je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Et je n'étais pas sûr de le vouloir. Scott Anderson plaide coupable pour les 2 accusations de meurtre et est condamné à 2 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération. Accusé de complicité de meurtre, Charity Kessy plaide coupable et écope d'une peine de 10 ans et demi. Dana Cooper plaide coupable pour le même chef d'accusation et est condamnée à 17 ans et demi de prison. Heather Wendorf n'a jamais été accusée de quoi que ce soit et continue à clamer son innocence. Elle est libre depuis le début, alors que nous avons été pénalisés au maximum. Rod Ferrell ne sera pas exécuté. En 1999, sa sentence est ramenée à la perpétuité sans possibilité de libération, suite à une décision de la Cour suprême de Floride. Selon Ferrell, ces années de prison l'ont transformé. En 2008, l'ancien vampire s'est même marié. Gina Maria Ferrell est ma femme et ma raison d'être. Le couple entame une correspondance lorsque Gina fait des recherches sur le cas de Rod pour un cours de criminologie. Pendant des années, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi j'ai fait ça. Et je leur réponds en toute honnêteté, on ne peut pas donner une explication si simpliste. Ce sont des choses qui mettent toute une vie à se former, surtout chez les jeunes. Il est absolument impossible de savoir ce qui s'est passé dans la tête de cet adolescent. Le ranch d'un journaliste célèbre dans le monde entier est le théâtre d'un triple homicide. J'ai immédiatement vu des choses très troublantes. En 13e position, la vengeance de Cody Posey. Cody Posey n'a que 3 ans lorsque ses parents divorcent. Il grandit au Nouveau-Mexique avec son père, Paul Posey. Leur relation est difficile. Il ne faisait jamais rien de bien aux yeux de son père. Rien de ce qu'il faisait n'allait. Il n'avait pas vraiment le droit d'être un petit garçon. L'auteur Robert Scott a écrit un livre sur cette affaire. Il a commencé à être question de mauvais traitement de la part de son père qui le battait. Il me maltraitait. Il était cruel. Je recevais des coups de poing, des gifles, des coups de pied, des coups de planche, etc. C'était très courant à la maison. À l'automne 2001, le père de Cody est employé comme responsable du Chavez Canyon Ranch, dont le propriétaire est le correspondant d'ABC News, Sam Donaldson. Cody vit dans le ranch avec son père, sa belle-mère, Tryon, et la fille de celle-ci, Marie-Léa. Cody et sa belle-mère ne s'entendaient pas. Il y avait beaucoup de tensions entre eux. D'après Cody, son père, Paul, rend la vie au ranch intolérable. Alors que je grandissais, les mauvais traitements empiraient. Il me battait de plus en plus à coups de poing, de planches, de pierres et de pelles. Cody Posey a 14 ans lorsque ces mauvais traitements atteignent selon lui leur apogée dans la nuit du 4 juillet 2004. Il a été appelé dans la chambre. À en croire Cody, son père était debout en sous-vêtements et Tryon était dans le lit. Cody prétend que son père tenait une torche au butane, utilisée pour les soudures sur le ranch. Tryon a relevé les couvertures et elle était toute nue. Mon père a allumé la torche et m'a dit d'avoir des rapports avec Tryon. J'ai refusé de le faire et il m'a brûlé. C'était des brûlures assez importantes. Alors je suis sorti de la chambre aussi vite que possible. Cody se terre dans sa chambre le reste de la nuit. Le jeune garçon prétend ne pas avoir revu son père jusqu'au lendemain matin.
J'étais en train de nettoyer les enclos. Il est sorti de la maison et j'avais peur de ce qu'il allait faire. Il m'a dit « ce n'est pas assez propre ». Je lui ai répondu « c'est toujours plus propre qu'avec toi ». Parce qu'il ne nettoie jamais les enclos. Et là, il m'a collé un revers. C'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai perdu tout contrôle de moi. Je ne savais pas ce que je pensais ni ce que je faisais. Marie-Léa, 13 ans, la demi-sœur de Cody, garde un calibre 38 spécial dans la poche de sa selle. Cody avouera plus tard avoir saisi le pistolet et être passé devant son frère et sa demi-sœur en allant vers la maison. Tryon était assise dans un canapé, elle lisait un livre. Cody a sorti l'arme et lui a tiré dans la tempe. Les autres sont arrivés en courant quand ils ont entendu les coups de feu. Paul est entré d'abord et lui a tiré dessus. Puis Marie-Léa est entrée et lui a tiré dessus, ainsi qu'une seconde fois, très près du visage, car il craignait qu'elle ne survive. Cody enterre les 3 victimes dans un tas de fumier avant de s'enfuir. 2 jours plus tard, le 7 juillet, Sam Donaldson cherche le responsable de son ranch, Paul Posey. Il se rend à la maison de Paul. Nous avons regardé depuis le pas de la porte et nous avons vu une substance rougeâtre coagulée. Donaldson contacte les autorités. La police découvre les corps. Les policiers retrouvent Cody chez un ami. Au cours d'un interrogatoire de plusieurs heures avec la police, le jeune garçon de 14 ans craque et avoue les meurtres. Cody a dit « Autant que je vous dise la vérité ». Cody est accusé de 3 meurtres. Il plaide non coupable. Le procès commence en janvier 2006. La question n'était pas qui était le tueur, mais pourquoi. La procureure Sandra Grisham fait valoir que Posey est un tueur de sang-froid. Son histoire n'avait aucun sens. Il l'a racontée de manière froide, sans émotion. Cet enfant est un psychopathe et il tuera à nouveau. La défense fait le portrait d'un garçon victime d'années de mauvais traitements. Au bout d'un certain temps, n'importe quel être humain est à bout de force. Soit on se couche pour mourir, soit on se défend. Et il s'est défendu. Le 7 février 2006, le jury rend son verdict. Ils ont déclaré Cody coupable d'homicide volontaire concernant son père Paul, de meurtre sans préméditation pour sa belle-mère Tryon et de meurtre avec préméditation pour sa demi-sœur Marie-Léa. Selon la législation du Nouveau-Mexique, Cody peut être condamné en tant qu'adulte à 30 ans de prison ou à 5 ans de détention dans le centre pénitentiaire pour jeunes de l'État. La moitié des jurés écrivent au juge pour lui demander son indulgence. Le 23 février 2006, la condamnation est annoncée. Le tribunal ordonne que l'enfant soit mis sous la garde des services de l'enfance jusqu'à l'âge de 21 ans. Si les partisans de Cody sont ravis de cette décision, la procureure est loin d'être satisfaite. J'ai été horrifiée. Malheureusement, quelqu'un subira les conséquences de cette condamnation, là où les prochaines victimes de Cody. Qu'est-ce que ça fait, Cody? Je voudrais remercier tout le monde. J'espère que je me trompe, mais je ne crois pas. Cody Posey sera libéré en octobre 2010. Vous avez devant vous 90 kilos d'amour. Un garçon solitaire de 14 ans garde un horrible secret pendant une semaine, alors que tout le pays cherche et prie pour une fillette disparue. En 12e position, le meurtre de Maddie Clifton. Je ne crois pas avoir jamais été un monstre. Il s'est passé quelque chose d'affreux. Mais ce n'était pas voulu. Ce n'était pas parce que j'étais un monstre. Vers 17h, le mardi 3 novembre 1998, Maddie Clifton sort jouer dans le quartier de Lakewood, à Jacksonville, en Floride. La fillette de 8 ans ne reviendra jamais. Maddie, je t'en supplie, reviens. Maman, papa et Jessie veulent que tu reviennes à la maison. Les médias étaient dans tous leurs états avec cette affaire. Maddie Clifton est devenue le visage de Jacksonville. Les gens venaient par centaines pour aider à retrouver cette petite fille. On cherche Maddie. Les recherches se poursuivent 7 jours durant, mais se terminent dans le quartier, là où elles ont commencé. Nous avons trouvé Maddie Clifton ce matin. Elle était morte. Joshua Phillips, 14 ans, a été arrêté et placé en garde à vue. Le jeune suspect a tout l'air d'un élève de 3e ordinaire, sans antécédent de violence ou de comportement à problème. J'étais très solitaire, très isolé. Steve Phillips, le père de Joshua, domine sa femme et son fils. C'est un homme immense, mesurant plus de 2 mètres,
et au tempérament explosif. Je me revois ouvrant la porte de la chambre de mes parents. Je voyais le bras de mon père prendre toute la longueur du mur. C'était effrayant. J'étais terrorisé par mon père. Steve Phillips impose des règles très strictes à son fils. Je ne devais jouer avec personne tant que mes parents n'étaient pas rentrés. Maddie Clifton habite juste en face. Maddie était une fille géniale. Elle était intelligente, elle adorait s'amuser. Elle pouvait être très petite fille comme très garçon manqué. Elle pouvait aussi bien porter un costume de danseuse qu'un uniforme de foot ou de basket. Josh est le seul à la maison lorsque Maddie lui demande de jouer au baseball. Il accepte, même s'il n'a pas le droit d'inviter des amis avant le retour de ses parents. Josh a frappé une balle qui a touché Maddie et l'a blessée. Elle s'est mise à crier. Josh a commencé à craindre d'être puni pour avoir fait quelque chose de mal. D'après des documents judiciaires, Josh dit avoir emmené Maddie dans sa chambre. La fillette de 8 ans saigne et est en pleurs. Josh sait que son père va bientôt rentrer. Il se saisit de la batte de baseball. Il l'a frappée, l'a mise sous son lit. Son père est rentré. Il a discuté avec lui. Il a entendu un bruit venant de Maddie dans sa chambre. Il y est retourné, il a ouvert le lit et a poignardé Maddie. Elle avait de multiples blessures à l'arme blanche, environ 9. Je crois qu'il s'est affolé. Et à ce moment-là, il l'a tuée. Au cours de la semaine où Maddie est recherchée, Josh garde son horrible secret. Il est rentré chez lui et se couchait sachant qu'elle était morte sous son lit. J'étais dans l'illusion que ça allait disparaître. C'était tout ce à quoi je pouvais me rattacher. Je me disais que si ça disparaissait, ma vie pourrait continuer normalement et que tout le monde oublierait. C'est ce que je me disais dans ma tête de gamin. Le mardi 10 novembre, l'odeur du corps en décomposition de Maddie est insoutenable. Missy Phillips décide de nettoyer la chambre de son fils. Elle remarque une tache humide sur le sol près du matelas d'eau. Je me suis dit, oh c'est pas vrai, le matelas a une fuite. Et dès que j'ai commencé à manipuler le côté du lit, il s'est ouvert. Et au moment où le panneau a cédé, c'est là que sa jambe est sortie et a touché ma main. D'un point de vue intellectuel, je savais. Mais d'un point de vue affectif, j'ai pensé que ça ne pouvait pas être ce que je croyais. Elle est allée prévenir la police. Ils ont bouclé le périmètre et le reste de l'enquête a commencé. Josh est arrêté à l'école et placé dans le centre de détention pour jeunes. Il fait ses aveux à la police. D'après des documents judiciaires, il dit avoir tué Maddie parce qu'il avait peur de son père. C'est lui qui a créé l'atmosphère dans laquelle je vivais. Je ne crois pas que ça se serait produit s'il n'avait pas été là. J'en veux pas mal à Steve pour ce qu'a fait Josh. Une fillette innocente qui joue dans son propre quartier et qui est tuée par un gamin qui a peur de s'attirer des ennuis. C'est complètement absurde. 8 mois plus tard, au cours de l'été 1999, Josh est jugé en tant qu'adulte. Et si vous le croyez quand il dit que pour éviter d'avoir des ennuis avec son père, il a décidé de la traîner à l'intérieur et de lui fracasser le crâne à plusieurs reprises, vous ne pouvez y voir qu'un meurtre prémédité. Le jury abonde dans ce sens. Nous, membres du jury, déclarons l'accusé coupable de meurtre avec préméditation. Le verdict de culpabilité s'assortit d'une sentence mandataire, la perpétuité sans possibilité de libération. À Joshua Phillips, nous n'avons qu'une chose à dire. Comment as-tu osé? Comment as-tu osé nous enlever Maddie sans raison? Elle était ton amie et tu l'as cruellement assassinée. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. J'aimerais bien. J'aimerais que Maddie soit encore là. Elle méritait d'avoir une chance de vivre. Josh Phillips purge actuellement sa peine au centre correctionnel de Hardy en Floride. Steve Phillips est décédé dans un accident de voiture en 2000. Missy Phillips rend tous les mois visite à son fils et emploie un avocat pour faire appel sur le dossier de Josh. Si cette société considère que les enfants qui font cela sont impardonnables, alors je suis bien là où je dois être. Mais il se trouve que j'ai changé. Je sais que je ne suis plus le même. Il n'y a rien en moi qui veuille faire du mal à qui que ce soit. Dans un instant,
La terrible histoire d'un jeune de 16 ans accro aux jeux vidéo devenu un vrai tueur. Téléchargez-la gratuitement sur iTunes. E-Online est également disponible sur votre portable. C'était un fils de pasteur, un garçon sage qui n'avait qu'un défaut, un jeu vidéo détesté par son père. En 11e position, Daniel Petrick et la tuerie inspirée par Halo. Daniel Petrick, 16 ans, a tout l'air d'un garçon ordinaire du Midwest. Il grandit près de Wellington, dans l'Ohio. Danny, il n'était pas violent pour 2 sous. Tout le monde l'appelait le clown de la classe. En gros, c'était un gamin très bien. Un gamin très bien. Mark Petrick, le père de Daniel, est pasteur à l'église New Life Assembly of God. Petrick est très proche de son fils unique. Il n'était pas du tout rebelle. Nous étions une famille aimante. Sa mère l'aimait, je l'aimais. On faisait toujours passer la famille d'abord. Les problèmes commencent en 2007, lorsque Daniel souffre d'un staphylocoque après un accident de snowboard. On lui a trouvé 2 trous dans la colonne vertébrale. Il a été sous antibiotiques pendant 9 mois. Il ne pouvait rien faire, aucune activité physique. Pour passer le temps pendant sa maladie, Daniel veut jouer aux jeux vidéo. Mark Petrick et sa femme Suzanne lui achètent une console et quelques jeux. Du motocross, du football américain et du hockey, des jeux bien. Puis il a commencé à demander des jeux violents. On ne savait pas qu'il les amenait en douce à la maison et qu'il y jouait. L'obsession de Daniel devient ingérable pour ses parents. J'ai dit à Danny, si tu rapportes des jeux violents à la maison, je les détruirai. Ça l'a mis très en colère, mais il a continué à les amener en douce. Père et fils ont une autre confrontation lorsqu'une nouvelle version du jeu préféré de Daniel, Halo 3, sort à minuit le 25 septembre 2007. Il est sorti de la maison vers 2 heures du matin pour aller l'acheter. Ma femme l'a surpris, elle m'a réveillé. J'ai confisqué le jeu, j'ai dit, tu n'y joueras pas, c'est terminé. Son père l'a mis dans une boîte fermée à clé dans sa chambre. C'est là qu'il mettait également le pistolet. Au soir du 20 octobre, Mark et Suzanne Petrick se détendent dans leur salon. Daniel a pris les clés que son père avait laissées sur le bureau. Il a pris la clé qui ouvrait la boîte dans la chambre de son père. Et de cette boîte, il a pris le pistolet 9 mm et le jeu vidéo. Daniel pénètre dans la pièce où ses parents sont assis sur le canapé. J'étais assis dans ce fauteuil. Il est sorti de sa chambre et a dit, « Maman, papa, j'ai une surprise pour vous. Fermez les yeux. » Ma femme et moi, on s'est appuyés contre le dossier. Il est passé derrière moi et il m'a tiré dans la tête. Quand je suis revenu à moi, j'ai regardé et j'ai cru que ma femme dormait. J'ignorais qu'il avait tiré dessus 4 fois et qu'elle était morte. Danny s'est assis à côté de moi et m'a dit, « Tiens papa, prends ça. » Il a essayé de me donner le pistolet et là j'ai compris. Il m'avait tiré dessus. Daniel essaie de maquiller la tuerie en meurtre-suicide, mais son plan échoue. J'ai entendu sonner à la porte. C'était ma sœur et mon beau-frère. Alors ma sœur a commencé à crier et puis elle a appelé l'ambulance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis passée chez mes parents et ma mère est blessée. Mon père est blessé aussi. Mon frère est là. C'est pas vrai. Mon Dieu, pourquoi ça nous arrive à nous? Daniel laisse le pistolet et prend le minivan familial, mais l'adolescent ne va pas bien loin. Mon père a tiré sur ma mère. Entre-temps, Mark Petrick est amené à l'hôpital, où il est interrogé par la police. Monsieur Petrick, est-ce que Daniel vous a tiré dessus? J'étais tellement en colère. J'étais très aigri. J'avais une véritable haine pour mon fils. Moi, un pasteur qui apprend aux autres à savoir pardonner, et j'étais plein de haine, alors que je suis censé être un homme de Dieu. Daniel Petrick est accusé de meurtre aggravé et de tentative de meurtre aggravé. Il plaide non coupable. Le procès débute en décembre 2008. À ce moment, Mark Petrick avait pardonné à son fils. Je t'aime, Danny. Je ne compte plus le nombre de fois où il m'a dit « Papa, maman me manque ». Sa douleur est très profonde et c'est normal.
Si ce n'était pas le cas, je ne prendrais pas la parole pour lui aujourd'hui. En janvier 2009, Daniel Petrick est déclaré coupable de meurtre et de tentative de meurtre. 6 mois plus tard, le 17 juin, le jeune homme de 17 ans est condamné à la prison à perpétuité. Daniel, c'est l'occasion pour vous de parler si vous le souhaitez. Je ne peux pas. Je suis désolé. Daniel aura droit à une possibilité de libération en 2030. En attendant, Mark Petrick continuera sur le chemin du pardon et de la guérison. Si je n'avais pas pardonné à mon fils, je serais très en colère et très malheureux pour le restant de mes jours. Le pardon est quelque chose de puissant, d'extrêmement puissant. J'ai demandé son aide à Dieu, car si j'avais dû le faire tout seul, je n'aurais jamais pu le faire. Un élève de 3e menace de refaire Columbine. Personne ne le croit, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En 10e position, les meurtres du lycée de Santana. Lorsque ses parents divorcent, Andy Williams, 13 ans, quitte le Maryland avec son père. Il s'installe à Santee en Californie, une banlieue de San Diego. Nouvel élève en classe de 3e au lycée de Santana, Andy est souvent victime de brimades. Il se fait toujours avoir, il se fait cogner. On le traitait comme un moins que rien. Il ne se défend jamais. Il encaisse sans rien dire. En milieu d'année, Andy n'en peut plus de se faire maltraiter. Il a décidé de se venger, c'est ce qu'il a fait. Andy se vante de son projet de vengeance. J'ai entendu dire qu'il avait parlé d'apporter une arme à l'école, mais personne ne le croyait. Au matin du lundi 5 mars 2001, Andy Williams se faufile dans le placard à armes de son père et y prend un pistolet de calibre 22. Il glisse l'arme et 40 balles dans son sac à dos. Vers 9h20, Andy amène son sac à dos dans les toilettes des garçons du lycée. D'après des documents judiciaires, Williams sort le calibre 22 et ouvre le feu. J'ai entendu des coups. Ça ressemblait à des pétards. Peter Ruiz, responsable de la sécurité, se précipite sur les lieux pour enquêter. En entrant, j'ai regardé du côté des urinoirs et par terre, il y avait un jeune homme tourné vers le mur. Il y avait du sang autour de la tête et dans les cheveux. Brian Zucker, 14 ans, est décédé, tué d'une balle dans la tête. Il y avait un autre jeune homme. Il était toujours conscient et me disait de partir. Trevor Edwards, 17 ans, est à terre, grièvement blessé au cou. Je lui ai dit de tenir bon et qu'on allait chercher des secours. Ruiz ne se rend pas compte qu'Andy Williams est caché dans les toilettes, en train de recharger son revolver 8 coups. Il quitte les toilettes pour appeler l'administration de l'école et leur demander d'appeler les secours de toute urgence. Il est alors 9h22. Fusillade au lycée de Santana. Qui a été touché? Un élève. Donc on ne sait pas où est le tireur? Non, je n'en ai aucune idée. Andy ouvre la porte des toilettes et commence à faire feu dans la cour. J'ai senti quelque chose me frapper au bas du dos et je suis tombé vers le milieu de la cour. Là, j'ai compris que j'étais touché. John Shard, un élève de première, revient tout juste d'un cours de photographie. J'avais un appareil photo dans mon sac et j'ai voulu immortaliser la scène. Sur cette photo, l'un des vigiles du lycée a été touché. On le voit juste là. Selon des témoins, Andy trouve une autre cible, Randy Gordon, 17 ans. Randy avait été touché en tentant de s'enfuir. Il est mort dans les bras d'un de mes professeurs. En quelques minutes, les shérifs adjoints de San Diego répondent à l'appel à l'aide. On a vu la police qui se rapprochait peu à peu du bâtiment. Les policiers encerclent les toilettes où Williams est posté. On s'attendait à une fusillade pas possible. On a fini par le voir sortir des toilettes. La police l'a obligé à s'allonger sur le sol. À 9h28, moins de 10 minutes après le début de la fusillade, Andy Williams est amené en garde à vue. 2 étudiants sont morts, Brian Zucker et Randy Gordon. Randy voulait entrer dans la marine. Il en rêvait. Brian venait d'arriver au lycée et essayait sans doute encore de s'intégrer. 13 autres personnes sont blessées. Le 20 juin 2002, Andy Williams plaide coupable pour 2 meurtres avec préméditation et 13 tentatives de meurtre.
L'adolescent de 16 ans est condamné à au moins 50 ans de prison. Il a dit et répété à plein de gens qu'il allait refaire Columbine, et personne ne l'a pris au sérieux. Il aura droit à une possibilité de libération en 2052. Cette adolescente, originaire de l'Idaho, est amoureuse à la folie. Mais quand elle doit choisir entre son amour et ses parents, elle prend une décision qui choque les États-Unis. Il y a très peu de filles qui ont fait ça. En 9e position, Sarah Johnson et les meurtres de Bellevue. Premier mardi de septembre, le lendemain d'un jour férié aux États-Unis, dans un quartier huppé de Bellevue, dans l'Idaho. Le meurtre a eu lieu le matin du 2 septembre 2004 à 6h20. Sarah Johnson a dit avoir été réveillée par un coup de feu venant de la chambre de ses parents. Elle en a entendu un autre et effrayée, elle s'est enfuie de la maison. Un voisin appelle la police qui trouve la mère de Sarah, Diane Johnson, 52 ans, dans le lit, morte d'une balle dans la tête. Le corps du père de Sarah, Alan Johnson, 52 ans, est sur le sol de la chambre. Alan sortait de la douche et on lui a tiré dessus à bout portant avec une Winchester Magnum 264. La police boucle rapidement tout le périmètre. Ils ont eu la présence d'esprit de remettre la poubelle dans le jardin. À environ 2 maisons de là, on a arrêté le camion poubelle. Faute de cela, on n'aurait pas pu récupérer les preuves. Dans la poubelle, on découvre un peignoir rose taché de sang et 2 gants, l'un en cuir marron et l'autre en latex, tous deux à l'intérieur du peignoir. Lorsque les policiers ont demandé à Sarah si elle avait jeté quelque chose dans la poubelle, elle a répondu spontanément « Jamais je n'aurais tué mes parents ». Ça nous a poussé à croire qu'elle pouvait être impliquée. Dès le début, Sarah Johnson, 16 ans, est le suspect numéro 1. Et son comportement continue d'éveiller les soupçons. Elle n'a jamais vraiment exprimé d'inquiétude ou d'émotion concernant la mort de ses parents. Les autorités pensent également que Sarah avait un mobile pour tuer ses parents. Alan et Diane Johnson désapprouvaient le petit ami de Sarah, Bruno Santos, 19 ans. Sarah et Santos sortaient ensemble depuis 3 mois et elles prenaient la relation au sérieux. La famille de Sarah ne voulait pas qu'elle fréquente Bruno. Il était bien plus âgé qu'elle et c'était un immigré mexicain clandestin. Sarah clame son innocence, mais 8 semaines après le meurtre, les résultats des analyses sont accablants. L'ADN de Sarah est bien sur le gant de latex retrouvé sur les lieux du crime. Le 30 octobre, Sarah Johnson, 16 ans, est accusée de 2 meurtres avec préméditation. Elle plaide non coupable. Sarah a 18 ans lorsque son procès débute en février 2005. Sarah est innocente. Elle n'a pas appuyé sur la gâchette. L'affaire dépend de la définition du mobile de Sarah. Elle était obsédée par Bruno. Nous savons que c'est lui le catalyseur de l'incident. Selon le procureur, le vendredi 29 août, Sarah ne rentre pas de la nuit. Son père et son oncle sont allés la chercher et l'ont retrouvée dans l'appartement de Bruno. Quand ils sont revenus à la maison, il y a eu une terrible dispute entre Sarah et ses parents. Beaucoup de colère et de cris. Alan et Diane voulaient non seulement lui interdire de voir Bruno, mais aussi aller à la police et éventuellement porter plainte pour détournement de mineurs. D'après des témoignages au tribunal, la mère de Sarah a l'intention d'aller voir la police le mardi, après le long week-end. Mais aucune plainte ne sera déposée, car cette rencontre n'aura jamais lieu. La famille de Sarah louait une maison derrière la leur, à un homme qui possédait plusieurs armes à feu. Elle savait que les armes se trouvaient là. Le locataire n'est toujours pas rentré de son long week-end le matin du crime. Sarah est allée dans la maison louée, y a pris une arme, puis s'est rendue dans la chambre de ses parents. Elle a visé la tête de sa mère Diane à bout portant, a appuyé sur la gâchette, puis est allée dans la salle de bain où son père était en train de se doucher. Selon les procureurs, Sarah vise son père en plein cœur, puis se précipite vers le garage. Elle est passée devant une des poubelles et y a jeté un peignoir, un gant de latex, des balles et un gant de cuir. Elle a tout jeté puis a couru dans la rue en criant. L'ADN de Sarah sur le gant de latex conclut l'affaire. Sarah Johnson est déclarée coupable des 2 meurtres.
ce qui confère à l'adolescente une bien triste place dans l'histoire. Sarah Johnson est à notre connaissance la seule adolescente à avoir tué ses 2 parents. Le frère de Sarah, Matt Johnson, témoigne lors de la condamnation. Monsieur le juge, je vous demande la peine maximale, car je sens qu'elle n'a aucun remords et qu'elle le referait aujourd'hui même, sauf qu'elle le préparerait mieux. Elle essaierait de ne pas se faire prendre. Sarah prend également la parole. Ce sera son unique déclaration au tribunal. J'aimais mes parents et j'aime ma famille. Je pleure la perte de mes parents. J'espère reconstruire ma vie et prouver que je peux être une citoyenne utile. C'est tout ce que j'ai à dire. Le 30 juin 2005, un juge condamne Sarah à 2 peines à perpétuité, plus 15 ans pour avoir utilisé une arme à feu. Durant toute l'affaire, Sarah n'a pas cessé de clamer son innocence, même face à des preuves accablantes. Sarah Johnson continue de faire appel sur sa condamnation. C'étaient 2 jeunes frères au visage d'ange. Mais des millions de téléspectateurs ont regardé ces enfants être jugés pour meurtre. En 8e position, l'affaire Derek et Alex King. Derek et Alex King sont nés à seulement 14 mois d'intervalle. Pourtant, les 2 frères se connaissent à peine. Lorsque Derek a 4 ans et Alex 3, leurs parents se séparent. Ils vivent d'abord avec leur père, Terry King. Cathy Medico a écrit un livre sur cette affaire. Brusquement, Terry a eu beaucoup de mal à trouver du travail et à nourrir ses enfants. Les ressources étaient très limitées. Derek est envoyé dans une famille d'accueil, tandis qu'Alex reste avec son père à Cantonment, en Floride, à une quinzaine de kilomètres de Pensacola. Mais en octobre 2001, Derek, 13 ans, est renvoyé à son père par sa famille d'accueil. Derek était parti pendant 7 ans. Il n'y avait pas eu de contact entre eux, c'était donc des étrangers. Ils ne se connaissaient pas. Et il me semble que Derek était perdu. Le père de Derek ne se débrouille pas mieux. Terry aimait ses enfants. Il essayait d'être un bon père. Il était strict avec eux, mais je crois qu'il avait du mal à communiquer avec eux. Le vendredi 16 novembre, 3 semaines seulement après les retrouvailles de la famille, Derek et Alex fuguent. D'après le New York Times, ils se réfugient chez Ricky Chavis, 40 ans, un ami de leur père qui s'occupait souvent d'Alex quand Terry travaillait. Mais Chavis cache un lourd secret. Pour autant qu'on sache, Terry King n'avait aucun moyen de savoir que Ricky Chavis avait été condamné pour pédophilie. En 1984, Ricky Chavis est condamné à 6 mois de prison pour attentat à la pudeur sur 2 garçons de 13 ans. Alex King dira plus tard qu'il a entamé une relation sexuelle avec Chavis alors qu'il avait 12 ans, ce que Ricky Chavis niera férocement au tribunal. Il a toujours décrit leur relation comme platonique, non sexuelle et non amoureuse. Terry signale la disparition de ses fils aux autorités. Le dimanche 25 novembre, après une semaine passée chez Ricky, les garçons rentrent à la maison. D'après Derek, il pense que Terry va les punir pour avoir fugué. J'avais peur qu'à notre retour, ils deviennent violents avec nous. Cette nuit-là, d'après leurs aveux, Derek et Alex attendent que leur père s'endorme. On a cherché un marteau, mais on n'en a pas trouvé, alors il a pris la batte et il l'a frappé avec. La batte l'a touché à la tête et il a continué à le frapper avec. J'avais peur qu'il se réveille et qu'il nous voie, alors j'ai continué à le frapper. Je l'ai frappé une dizaine de fois. Et puis il a défoncé le visage et on voyait la cervelle. Une fois Terry King mort, Derek et Alex décident de mettre le feu à la maison. On a mis le feu au lit avec un briquet parce que c'est une vieille maison et ça brûle facilement. Qui a eu l'idée de mettre le feu? Derek. D'après les rapports de la police, vers 1h45 du matin, les 2 frères appellent Ricky Chavis depuis une supérette. Ricky Chavis est venu récupérer les garçons et les a ramenés chez lui. Le mardi soir, les 2 frères se rendent à la police et avouent le meurtre de leur père. Alex, 12 ans, et Derek, 13 ans, sont jugés comme des adultes, ce qui fait d'eux les plus jeunes accusés de meurtre dans l'histoire de la Floride.
Les garçons plaident non coupables. Puis, quelques semaines plus tard, ils reviennent sur leurs aveux. Brusquement, ils veulent changer leur déposition. Ils disent « Non, non, en fait, on était dans le coffre de la voiture de Ricky, qui était garée devant chez nous. C'est Ricky qui a tué notre père et mis le feu à la maison. » Le 9 avril 2002, Ricky Chavis est également inculpé pour le meurtre de Terry King. Il y a donc 2 procès pour le même crime. On se serait cru au cirque. Il y avait des tentes sur la pelouse et des camions de télé satellites partout. 30 août, le jury du procès Chavis annonce son verdict. Nous, membres du jury, déclarons Ricky Chavis non coupable. Chavis est acquitté, mais les frères King n'auront pas cette chance. Le verdict du jury a porté sur le meurtre sans préméditation, qui peut s'assortir de la perpétuité, mais pas forcément. Mais le juge rejette le verdict de culpabilité et envoie le dossier en médiation. Derek et Alex acceptent de plaider coupables pour homicide involontaire et pyromanie. On est tombé d'accord sur une peine de 8 ans de prison pour Derek et 7 ans pour Alex. La justice n'en a pas fini avec Ricky Chavis. Le 3 mars 2003, Chavis est jugé à nouveau. Cette fois-ci pour son rôle après coup dans le meurtre de Terry King et la manipulation de pièces à conviction. Apparemment, il avait lavé leurs vêtements, alors que ceux-ci comportaient des éléments de preuve, comme des éclaboussures de sang. Chavis est reconnu coupable et condamné à 35 ans de prison. Il a écopé de 35 ans et les garçons de 7 et 8 ans. Alex King est libéré en 2008. Depuis, Alex assiste aux conférences du gourou spirituel Deepak Chopra. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis reconnaissant d'avoir pu tourner la page. Derek King finit de purger sa peine en 2009. Je crois que le système a bien fonctionné. Aujourd'hui, Alex et Derek s'en sortent extrêmement bien. Ils vont tous les deux à la fac. Je pense qu'on ne peut s'attendre qu'à du positif de la part de ces 2 jeunes hommes. Un voyage de 1500 km commence avec un pas. Accord parental souhaitable. C'était presque le crime parfait. C'était un véritable mystère. Nous n'avions aucune piste. Jusqu'à ce qu'un garçon de 16 ans fasse des aveux incroyables. En 7e position, le massacre de Peach Lane. Le 12 mai 2007, à 2h24 du matin, la police du comté de Lancaster en Pennsylvanie reçoit un appel d'un quartier calme et paisible. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont vu Maggie Haynes. Elle avait été réveillée par des bruits de lutte. Elle est allée dans la chambre de ses parents et sa mère lui a dit d'aller chercher de l'aide. Maggie Haynes, 20 ans, dit avoir senti le sang avant de s'enfuir de sa maison de Peach Lane. Vu la quantité de sang qu'il y avait dans la maison, je comprends qu'elle l'ait senti. À l'étage, la police trouve 3 victimes assassinées. Les parents de Maggie, Thomas et Lisa Haynes sont morts dans leur lit. Le corps du frère de Maggie, Kevin, 16 ans, est étendu dans le couloir. Je crois que Kevin a été poignardé 16 ou 17 fois. C'est un véritable massacre. Mais la police ne parvient pas à identifier de suspects ou de mobiles pour les meurtres. Les inspecteurs interrogent de nombreux camarades de classe de Kevin, et notamment Alec Crader, 16 ans. Alec Crader était considéré comme un ami très proche de Kevin. Il était très touché, bouleversé. Crader a tout l'air d'un élève de seconde ordinaire. 2e d'une fratrie de 3, il est bon élève et a beaucoup d'amis. Apparemment, il déjeunait presque tous les jours avec Kevin. Tout le monde savait qu'il était très proche de Kevin. On lui a témoigné beaucoup de sympathie. Mais Alec a un sombre secret. Il mentait bien. Il a d'ailleurs essayé de détourner les soupçons en donnant 3 noms de personnes dont il a dit qu'elles martyrisaient Kevin Haynes. La police n'a aucune raison de soupçonner Crader et l'enquête se poursuit. Puis, le 5 juin, la police est appelée au domicile de Crader. Alec est armé et menace de se tuer. D'après l'inspecteur Alan Mead, l'adolescent est bouleversé par une rupture toute récente. Il était déprimé car il était très ami avec Kevin. Mais ce soir-là, c'était sa petite amie qui posait problème. Elle ne voulait pas le même genre de relation qu'Alec. Alec est emmené en garde à vue pour sa propre sécurité.
Il a été interné contre son gré dans un centre de soins psychiatriques. Une semaine plus tard, Alec fait toujours l'objet d'évaluation lorsqu'il révèle un terrible secret à son psychologue du centre. Alec a dit être responsable du meurtre de la famille Haynes. Le psychologue a convoqué ses parents et leur a déclaré « Alec a quelque chose à vous dire ». Le 14 juin, le père d'Alec, Timothy Creder, informe les autorités des aveux de son fils et leur remet l'arme du crime. Tim nous a retrouvés chez lui. Alec lui avait dit quel couteau il avait utilisé et Tim nous l'a remis. Le 16 juin, l'inspecteur Allen Lead obtient un mandat d'arrêt. L'accusé, Alec Creder, a été arrêté et accusé de 3 meurtres. Après son arrestation, nous avons pu consulter ses journaux intimes, où il mentionnait à de nombreuses reprises son besoin de tuer, ses pensées meurtrières. Avec l'aide de la police, le procureur Craig Steadman reconstitue les événements de cette nuit sanglante à Peach Lane. Vêtu de noir, Alec s'introduit chez les Haynes par une porte non verrouillée. Il pénètre dans la chambre de Tom et Lisa Haynes. Tom Haynes a reçu 2 coups de couteau à la poitrine et est mort assez rapidement. Lisa Haynes a été grièvement blessée au côté gauche de l'abdomen, mais elle était encore en vie. D'après la version de Steadman, Alec a suivi le couloir jusqu'à la chambre de Kevin. C'est là qu'a eu lieu l'attaque la plus sanglante. Kevin est couché lorsqu'il est attaqué. Kevin a mené un terrible combat pour sa survie dans cette chambre. Il a eu le visage complètement déchiré. Il a été égorgé. Il a réussi à atteindre le couloir avant de se vider de son sang et de mourir. Le bruit de la lutte réveille Maggie Haynes, qui se précipite dans la chambre de ses parents. La mère de Maggie, Lisa, est encore en vie. Sa mère lui a dit d'aller chercher de l'aide. Elle lui a sauvé la vie, car Maggie est descendue et est sortie dans la rue. Après avoir tué Kevin, Alec revient dans la chambre des parents et achève la mère. Puis, l'adolescent fuit les lieux du crime avant l'arrivée de la police. Alec Creder plaide coupable pour le meurtre de la famille Haynes. J'ai souffert le martyre à cause de lui. Le 17 juin 2008, Alec écope de 3 condamnations à perpétuité. Une question reste sans réponse. Pourquoi l'adolescent a-t-il tué son meilleur ami et les parents de celui-ci? Personne ne connaît la raison de ses agissements. Le juge lui a demandé plusieurs fois « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Il n'avait jamais rien à répondre. Et à ce jour, cela reste son petit secret. Par contre, la police trouve un texte troublant dans la chambre d'Alec Creder. Il a écrit « Alexander est né le 12 mai 2007 à 3h30 du matin. C'est juste après le crime. Il s'est déclaré un nouvel homme après ça. Et je crois que l'expérience lui a plu. Il aurait recommencé. » Une confrontation familiale en rapport avec Internet montre aux États-Unis une inquiétante vision du futur. En 6e position, Hugh Stan Schlicker et le meurtre lié à Internet. Hugh Stan Schlicker fête ses 15 ans le 31 décembre 2007. Il passe les premiers jours de 2008 à faire ce qu'il fait toujours. Hugh Stan passait ses journées entières sur MySpace, du lever jusqu'au coucher. J'ai eu une enfance plutôt normale. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Mon seul contact avec les autres, c'était Internet. Hugh Stan vit avec ses parents à Mesa, dans l'Arizona. Les relations dans cette famille semblaient relativement normales. Mais les apparences sont trompeuses. Hugh Stan est en dépression suite à une rupture. Je ne crois pas que mon père ait su que ma copine avait rompu avec moi. S'il avait su, on aurait peut-être pu éviter tout ça. Il aurait peut-être pu m'aider dans ma dépression. J'aurais peut-être dû lui dire. En janvier 2008, les posts de Hugh Stan en ligne commencent à inquiéter ses amis virtuels. Il est allé sur Internet et a commencé à parler de suicide. J'écris sur ma page MySpace, « Désolé, vous n'entendrez plus parler de moi. Je vais essayer de me suicider ce soir. Désolé, au revoir. » Ses amis sur Internet étaient si inquiets que, depuis la Floride, ils ont appelé la police de Mesa pour signaler ce suicide ou cette tentative de suicide. Nous sommes allés chez eux et nous avons parlé non seulement à Hugh Stan, mais aussi à ses parents. Les parents nous ont assuré qu'ils seraient tout à fait capables de gérer la situation avec leur enfant. Pour résoudre le problème, les Schlicker coupent l'accès Internet de Hugh Stan. Je n'ai pas bien réagi, c'est clair. Je me suis disputé avec mon père. Je lui ai dit « J'ai besoin d'Internet, il me le faut absolument ». Mais mon père ne comprenait pas. Il a dit avoir eu l'impression d'avoir un couteau planté en pleine poitrine et d'être incapable de l'enlever. La colère montait en lui.
2 semaines plus tard, le 6 février 2008, Yukstan ne se rend pas à l'école. Il est descendu dans le garage pour prendre une boisson dans le frigo et là, il a vu un étui d'arme à feu. C'était une carabine 12 coups. Alors il s'est dit, je pourrais me tuer ou peut-être tuer mon père, ou alors je me tue et mon père me trouvera. Il est monté dans sa chambre et pendant plusieurs heures, il a envisagé ses possibilités. Il s'est même dit que si son père ne rentrait pas d'ici 16 heures, il ne ferait rien. Pourquoi 16 heures? Personne ne le sait. Le père de Yukstan rentre à la maison vers 14 heures. Yukstan est posté dans la maison avec la carabine. Il est allé vers lui, lui a mis la carabine derrière la tête et a appuyé sur la gâchette. Le coup de carabine à bout portant tue le père Yukstan sur le coup. Le corps de son père étendu dans la cuisine, Yukstan décroche le téléphone. Il a appelé une amie, lui a dit qu'il venait d'abattre son père et qu'il voulait se suicider. Elle lui a dit, ça n'en vaut pas la peine, appelle la police, dis-leur ce que tu as fait. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a appelé la police et a été emmené en garde à vue. Je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé. J'ai succombé à ma dépression et maintenant, mon père est mort. Le 14 février 2008, Yukstan est inculpé de meurtre avec préméditation, en tant qu'adulte. 1 an plus tard, en mai 2009, Yukstan plaide coupable pour meurtre sans préméditation. Quand un client risque de passer sa vie en prison, surtout si jeune, on cherche toujours à trouver un arrangement pour le plaidoyer afin de résoudre l'affaire. Et c'est ce qu'on a fait. Le 10 juillet 2009, Yukstan Schlicker est condamné à 20 ans de prison. Il doit être libéré en 2029. Mon père était le type le plus génial que je connaisse. Je l'aimais. Il me manque terriblement. Un élève de seconde enragé est au centre d'un énorme battage médiatique dans une petite ville de l'Oregon. Des coups de feu dans la cafétéria. C'est devenu un événement national et international en l'espace de peut-être 2 heures. En 5e position, l'affaire Kip Kinkle. On aurait dû le voir venir. Il y avait des signes avant-coureurs flagrants et ses parents savaient que leur fils Kip posait des problèmes. Kip Kinkle vit à Springfield, dans l'Oregon. Une communauté paisible et étroitement liée. Il a du mal à grandir dans l'ombre de sa sœur. C'était un peu le mouton noir de la famille. Il avait une sœur aînée parfaite, jolie, bonne athlète, excellente élève. Ses parents étaient tous les deux enseignants. En gros, ils n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes. Le 20 mai 1998, la police est appelée au lycée de Thurston en raison du vol d'un pistolet. Un responsable de l'école identifie Kip Kinkle, 15 ans, comme possible suspect. Kip Kinkle était fasciné par les armes à feu et en possédait déjà plusieurs. On est allé voir dans son casier et on y a effectivement trouvé un pistolet Beretta semi-automatique de calibre 32 entièrement chargé. Kip est arrêté pour possession d'armes à feu. À ce moment, on le menace de le renvoyer de l'école. Kip est détenu au commissariat de Springfield, où son père, William Kinkle, vient le chercher. Il a été arrêté, suspendu, et il allait sûrement être renvoyé. Quand il est rentré chez lui avec son père, il a décidé que c'était la dernière fois qu'il décevait ses parents. Kip a un fusil semi-automatique de calibre 22 dans sa chambre. Ses parents gardent les balles dans un coffre-fort, mais Kip a amassé et dissimulé plus d'1 millier de balles. De retour du commissariat, Bill Kinkle boit un café dans la cuisine, entre 15 et 16 heures. Kip a dit être descendu, être passé derrière son père et lui avoir tiré une balle derrière l'oreille droite. Je ne voulais pas. J'aime mon père, c'est pour ça que j'ai dû le faire. Tu l'aimes, alors tu devais le tuer? Oui. Kip attend environ 2 heures le retour de sa mère, Faith Kinkle, 57 ans, et professeure d'espagnol dans un lycée. Elle est finalement arrivée entre 18h et 18h30. Je veux mourir. Tu lui as dit quelque chose? Oui, je lui ai dit que je l'aimais. Et puis tu lui as tiré dessus? Oui. Kip lui a dit qu'il l'aimait et lui a tiré 2 balles derrière la tête. Elle était encore en vie, alors il l'a traînée dans l'escalier jusque dans le garage et lui a tiré 3 autres balles en plein visage. Comme elle bougeait encore un peu, il lui a visé la poitrine et lui a tiré une balle en plein cœur. Kip couvre ses parents de drap blanc.
Le lendemain matin, peu avant 8 heures, Kip se rend au lycée de Thurston dans la voiture de sa mère. Quand tu es arrivé, tu n'étais pas habillé comme ça, si? Tu portais un imperméable long, c'est ça? Kip passe sous un préau pour se rendre à la cafétéria de l'école. Il a croisé un élève qui lui a dit « Salut Kip, ça va ?» et il lui a répondu « Tu ferais mieux de partir d'ici, il va se passer des choses pas très jolies. » Et il a continué son chemin. Il a fait quelques pas en direction du sud, toujours sous le préau, puis s'est retourné et a tiré un coup de feu. La première balle touche Ben Walker, 16 ans. Kip tire sur un autre garçon en plein visage et pénètre dans la cafétéria. Coup de feu dans la cafétéria du lycée de Thurston. Environ 150 étudiants prennent leur petit déjeuner et font campagne pour les élections de l'école. Il a tiré à volonté vers les tables de la cafétéria, où les élèves se trouvaient et essayaient de se baisser ou de s'enfuir. C'était la panique totale. Code 6 au lycée de Thurston. Un élève blessé essayait de ramper sous une table et s'est dirigé vers Michael Nicholson et lui a tiré dessus. Michael Nicholson, 17 ans, meurt dans la cafétéria. Kip est à court de munitions et essaie de changer le chargeur. Jacob Riker, 17 ans, est lutteur et entrevoit une possibilité d'arrêter Kip. D'autres élèves se joignent à lui. Il y a une lutte, puis on le force à s'allonger sur le sol. Ils le maintiennent et quelques secondes plus tard, l'agent Bishop est sur place. Ma première réaction a été « Mon Dieu, ce n'est qu'un gosse ». Puis je l'ai fouillé et j'ai trouvé des étuis de revolver, plusieurs boîtes de munitions. Kip est amené au commissariat de Springfield, où il fait ses aveux à l'inspecteur Al Warson. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. J'ai toujours un problème dans ma tête. Purée, ces voix dans ma tête. Le 22 mai, le lendemain de la fusillade, le respirateur de Ben Walker est débranché. La première personne touchée par Kip au lycée devient sa dernière victime. Ben Walker et Michael Nicholson. Kip a enlevé 2 enfants précieux à leur famille. Kip Kinkle est accusé de 4 meurtres aggravés. D'après des documents judiciaires, lors de sa descente au lycée de Thurston, il a tiré 51 balles, dont 37 ont touché ses victimes, faisant 2 morts et 22 blessés. On avait toujours dit que ça n'arriverait jamais ici. C'est toute la communauté qui perd son innocence. Le 24 septembre 1999, Kip Kinkle plaide coupable. Il est condamné à 111 ans de prison. Un adolescent troublé, enlisé dans une relation avec un pédophile et une communauté pleurant la mort d'un jeune innocent. En 4e position, le meurtre d'Eddie Werner. Sam Manzi, 15 ans, de Jackson Township dans le New Jersey, est un solitaire qui n'aime pas jouer dehors ou avec les jeunes de son âge. L'auteur Brian Karem a écrit un livre sur cette affaire. C'était le geek typique. Il adorait Internet et les ordinateurs. Il ne savait pas où se situer dans la réalité. Sam cherche à s'intégrer quelque part. Il m'a dit qu'il pensait être homosexuel. Je sais que ça le torturait. Sur Internet, il a commencé à fréquenter les chats gays. Dans le cyberespace, Sam trouve le contact qu'il recherche. Un pédophile du nom de Steven Simmons. D'après des rapports judiciaires, Simmons a été condamné 2 fois pour des crimes sexuels sur mineurs. Steven a 42 ans et Sam 14, lorsque, d'après la police, ils se donnent rendez-vous dans un centre commercial du New Jersey en août 1996. Il a découché et le lendemain, en revenant à la maison, il a dit à ses parents qu'il a dormi dans les bois. Ils ne l'ont pas cru, parce qu'il était propre et rasé. Mais ils n'ont pas su quoi faire, donc au départ, ils n'ont rien fait. D'après les rapports de la police, Sam retrouve Simmons à au moins 3 reprises lors des mois qui suivent. Il est clair qu'il avait de l'affection pour cet homme. Depuis 1997, Sam a un comportement de plus en plus rebelle à la maison et destructeur. Il faisait des trous dans les murs à coups de poing, criait après ses parents. Les problèmes vont croissant. En août 1997, les Manzi emmènent leur fils dans une clinique psychiatrique où il suit 5 heures de thérapie quotidienne. Ses parents lui ont trouvé de l'aide. Il a avoué à un thérapeute qu'il avait eu des rapports avec cet homme. La police est intervenue.
Les autorités sont prévenues, de même que Nick et Dolores Manzi. Et là, il nous a avoué qu'il fréquentait Steve Simmons depuis 1 an. Le lundi 22 septembre, Manzi est incontrôlable. Ses parents demandent son internement à temps plein dans une clinique psychiatrique. Par l'intermédiaire de ses parents, Sam Manzi criait à l'aide. Il ne criait pas à l'aide après l'incident, il criait à l'aide avant. Le mercredi 24 septembre se tient une audience pour décider de l'internement de Sam Manzi. La mère de ce tueur a supplié littéralement le juge de ne pas le renvoyer chez lui. Il est dangereux, nous avons peur de lui à la maison. Il doit être interné. Le juge refuse et renvoie Sam chez ses parents. Le même jour, Steven Simmons est arrêté pour attouchement sexuel sur mineur, en l'occurrence Sam Manzi. Plus tard, il plaidera coupable pour attouchement sexuel et mise en danger d'un enfant. Il écopera de la peine maximale, 5 ans de prison. Entre-temps, le samedi 27 septembre, 3 jours seulement après l'audience, les parents de Sam décident de faire une sortie de loisirs prévue depuis longtemps. Ils comptent ne laisser Sam seul que quelques heures. Il s'ennuyait et traînait sur le devant de la maison. Eddie Werner, 11 ans, fait du porte-à-porte et vend des bonbons et du papier cadeau pour une récolte de fonds scolaires. Sam n'est pas intéressé par ce qu'Eddie a à vendre. Pour une raison quelconque, il a réfléchi et l'a fait entrer dans la maison. Eddie est entré et a fermé la porte. Quand la porte s'est refermée sur lui, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Sam fait près d'1,90 m et a 4 ans de plus. D'après son témoignage, il emmène Eddie dans sa chambre. J'ai commencé à l'étrangler avec le fil électrique d'un réveil. Pendant combien de temps? Environ 40 minutes. Eddie Werner est mort. Puis, d'après le témoignage de Sam, il se débarrasse du corps. J'ai mis son corps dans une valise, puis j'ai traversé la rue avec le corps dans la valise. J'ai sorti le corps de la valise et je l'ai mis près de la maison de mon voisin. 48 heures après la disparition d'Eddie, son corps est retrouvé. Manzi est immédiatement soupçonné. La police est au courant du comportement violent de ce jeune de 15 ans et de plus, la victime a été découverte en face de la maison de Sam. Il suffit de faire le rapprochement et on arrive à la maison des Manzi. Nous avions notre homme. Sam passe aux aveux et est accusé en tant qu'adulte de meurtre avec préméditation. Le procès doit débuter en mars 1999. Les avocats de Sam et ses parents veulent qu'il plaide non coupable pour raison d'aliénation mentale. Mais Manzi refuse. Sam préfère plaider coupable. Lorsque vous avez étranglé Edward Werner, l'avez-vous fait intentionnellement? Oui. En étranglant Edward Werner, saviez-vous ce que vous faisiez? Oui. Les parents de Sam Manzi ont tout fait pour aider leur fils. Ils savaient que c'était une bombe à retardement. Il était déjà en unité psychiatrique. Ces gens étaient censés s'occuper de mon fils. 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Le système a échoué dans cette histoire, et cela a coûté la vie à un petit garçon. Le 12 avril 1999, Sam Manzi, 16 ans, est condamné à 70 ans de prison. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça. Il doit être libéré en 2069. Eddie est la victime, et il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas oublier comment il est devenu une victime. Et comment on a fait un monstre de Sam Manzi. Dans un instant, meurtre dans l'Amérique profonde. Un crime atroce dévoile une indicible cruauté dans l'Amérique profonde et attire tous les médias du pays dans une petite ville de l'Indiana. En 3e position, le cruel assassinat de Shenda Sharer. Ces filles n'étaient pas des tueuses nées. Quand elles sont nées, elles étaient innocentes. C'est notre monde qui fabrique des monstres. Les parents de Shenda Sharer divorcent lorsqu'elle a 7 ans. Shenda vit le plus clair de son temps avec sa mère à New Albany, dans l'Indiana, tandis que son père vit à côté, à Jeffersonville. Je n'avais pas les moyens de l'envoyer dans une école privée, alors je l'ai inscrite au collège Hazelwood, où elle a rencontré Amanda Evelyn. Elle aimait faire la pom-pom girl et moi j'étais fan de basket. Alors ça passait bien entre nous. Shenda et moi nous sommes devenus très amis et on passait du temps ensemble. Avant de rencontrer Shenda, Amanda sortait avec une jeune fille de 16 ans, Melinda Loveless. Elle était possessive, vraiment très possessive. Elle s'est mis dans la tête qu'il y avait quelque chose entre Shenda et moi.
Aphrodite Jones a écrit un livre sur ce meurtre. Lorsque sa petite amie lui a échappé, le monde de Melinda s'est effondré. Amanda prétendait que Melinda a craqué lorsqu'elle et Shanda sont allées ensemble à une soirée organisée par l'école. Elle m'a frappé au visage et m'a lancé plein d'insultes. Elle a dit que j'étais à elle et à personne d'autre. D'après des témoignages officiels, Melinda décide de faire peur à sa rivale de 12 ans, Shanda. Elle prend pour complice une certaine Lori Tackett, 17 ans. Elle est allée voir son amie Lori Tackett, sachant que celle-ci avait un besoin de violence. Ça ne pouvait que dégénérer. Le vendredi 10 janvier, Lori prend Melinda dans sa vieille Chevrolet. D'après le tribunal, il y a 2 autres passagères, Hope Rippey et Tony Lawrence, 15 ans toutes les deux. Hope et Tony ne connaissaient absolument pas Melinda. Elles l'ont rencontrée pour la première fois sur le pas de sa porte. Elle devait aller à un concert de punk rock. Melinda a sorti un couteau de boucher de son sac et a dit « C'est avec ça que je vais faire peur à Shanda ». Au lieu d'aller directement au concert, les 4 adolescentes s'arrêtent à la maison du père de Shanda. Hope et Tony frappent à la porte. La ruse est la suivante. « Tu veux venir retrouver Amanda ?» Shanda est toute contente et leur dit « Revenez plus tard, mon père ne dort pas encore ». D'après le tribunal, les filles reviennent quelques heures plus tard. Shanda était déjà dehors quand elles sont revenues. Une fois dans la voiture, Melinda a bondi de sous une couverture et elle a mis le couteau sous la gorge de Shanda. Les adolescentes emmènent leurs prisonnières dans un lieu reculé, à environ 80 km de là. Lori et Melinda ont sorti Shanda de la voiture. D'après le tribunal, Melinda sort une corde de la voiture. Elles l'ont étranglée. Déjà, elles avaient l'intention de la tuer, mais elle n'est pas morte. Alors, elles l'ont mise dans le coffre. À ce moment, elle était inconsciente. Elles se sont ensuite rendues à la maison de Lori Tackett. Elles ont laissé Shanda dans le coffre et sont entrées dans la maison. D'après le tribunal, Shanda revient à elle. Elles l'ont entendu crier depuis le coffre de la voiture et ont compris qu'elle n'était pas morte. Lori leur a dit « Je m'en occupe ». Elle a pris un couteau à légumes dans la cuisine de sa mère et est sortie. Là, elles ont entendu quelques cris étouffés. Puis Shanda s'est tue. Puis Melinda et Lori sont revenues à la voiture, tandis que Hope et Tony restent dans la maison. Lori et Melinda ont pris la voiture. Soudain, elles ont entendu Shanda crier. C'est Lori qui est allée à l'arrière, a ouvert le coffre et à l'aide d'un outil a frappé Shanda jusqu'à la rendre méconnaissable. D'après le tribunal, Lori arrête encore la voiture plusieurs fois pour frapper Shanda avec un outil. Cet enfant a passé 9 heures dans ce coffre, sous la torture. Peu avant l'aube, Melinda et Lori retournent chez les Tackett pour récupérer Tony et Hope. D'après la police, les filles s'arrêtent dans une station essence et achètent une bouteille de Pepsi de 2 litres. Elles ont acheté de l'essence pour remplir la bouteille. Le gérant était là. Le cauchemar aurait pu s'arrêter là à tout moment. Elle était encore en vie, elle aurait survécu, mais non. Elles ont rempli la bouteille, sont remontées en voiture et l'ont emmenée à Lemon Road, où elles l'ont sortie de la voiture. Hope Rippey l'a aspergée d'essence et Lori Tackett a frotté l'allumette. Shanda est morte asphyxiée par la fumée dégagée par son corps en feu. Elle a été brûlée vive. 12 heures plus tard, Tony Lawrence vient au commissariat du comté de Jefferson et passe aux aveux. Tony Lawrence s'est rendue, car elle était la seule des 4 à ne pas avoir activement participé au meurtre de Shanda Sharer. Les 4 adolescentes sont accusées de meurtre. En novembre 1992, Melinda Loveless et Lori Tackett plaident coupables pour meurtre avec préméditation, torture et pyromanie. Elles écopent toutes 2 de la peine maximale, 60 ans de prison. Hope Rippey plaide coupable pour meurtre, torture et pyromanie. Tony Lawrence plaide coupable pour séquestration criminelle. D'après leurs témoignages, elles ne sont pas intervenues car elles avaient peur de ce qui pouvait leur arriver. Elles n'ont pas pensé une seule fois à Shanda. Tony est condamnée à 20 ans de prison. Elle est libérée en 2000. Hope écope d'abord de 50 ans, mais sa peine est ensuite réduite à 35 ans. Elle est libérée en 2006. Melinda Loveless et Lori Tackett doivent être libérées en 2052. Je ne veux pas penser à l'épreuve qu'elle a subie, mais je survis au jour le jour en me disant qu'elle est en paix et que personne ne lui fera plus jamais de mal.
La presse américaine converge vers une paisible ville de fermiers dans l'État de New York, lorsqu'une frimousse de 13 ans commet un meurtre impensable. J'ai montré ma tête et j'ai fait « J'ai besoin d'aide ». En deuxième position, Eric Smith et le meurtre de Derrick Robbie. Eric Smith grandit à Savona, dans l'État de New York, une petite communauté rurale. Eric est un souffre-douleur. Avec mes cheveux roux, mes lunettes et mes oreilles décollées, les grands et plusieurs de mes camarades s'acharnaient sur moi. À 13 ans, Eric est frustré et débordant de rage. Il cherche désespérément l'aide de son père. Je suis allé le voir et je lui ai dit « Papa, je n'en peux plus, je suis en colère ». Et il m'a fait « Va te défouler sur un arbre ». Je lui ai dit « Je l'ai déjà fait, regarde ». Et j'avais les mains en sang. Il m'a dit « Tu t'en remettras ». Au matin du 2 août 1993, Eric se rend à bicyclette au centre aéré dans un parc de la ville. Entre-temps, Derrick Robbie, 4 ans, quitte sa maison pour aller au centre aéré. Il a dit au revoir à sa mère au niveau de cette porte. Puis il s'est dirigé vers ce trottoir et l'a emprunté pour aller vers le jardin public. C'est la première fois que Derrick va au parc tout seul. Je ne pensais pas qu'il pouvait lui arriver quoi que ce soit sur un trajet de 400 mètres sans avoir de rue à traverser. Eric a arrêté son vélo à hauteur de Derrick et a essayé de le convaincre de prendre un raccourci par le jardin public. Je l'ai choisi parce qu'il était sans défense. Je ne connaissais pas son nom. Le raccourci est un chemin étroit au milieu d'un champ vide. Au cœur des mauvaises herbes, Eric lâche son vélo et se rapproche de Derrick. Eric a saisi Derrick à la gorge pour l'étouffer. Le petit garçon s'est mis à faire des moulinets et à battre des bras et des jambes. Pendant que je tuais Derrick, je pensais à la personne qui me tourmentait. Je le voyais dans ma tête et j'ai vu tous ceux qui se moquaient de moi. J'étais en train de me venger d'eux. Le jeune assassin veut s'assurer que sa victime est bien morte. Eric a ramassé une pierre et l'a jetée sur le corps de Derrick. Il a ensuite pris une pierre qui devait bien peser 15 kilos et l'a jetée sur le corps et la tête de Derrick. Eric a presque épanché sa rage, mais il n'en a pas encore fini. Le corps de Derrick, post-mortem, a été sodomisé à l'aide d'un petit bâton. Je n'en ai pas tiré de plaisir sexuel. C'était dans un but précis. Je ne savais pas s'il était mort ou pas. S'il ne l'était pas, j'avais très peur qu'il se relève et qu'il parle. Je ne pensais qu'à une chose, arrêter son cœur. J'ai essayé de le frapper à la poitrine, mais ça n'a pas traversé. La seule chose qui m'est venue à l'esprit pour atteindre son cœur a été de le sodomiser avec un bâton. Moins de 10 minutes après être parti de chez lui, l'enfant de 4 ans est mort. En regardant Derrick, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Vers 11 heures, la mère de Derrick vient récupérer son fils au centre aéré. Doreen découvre alors que son fils n'est jamais arrivé. Les recherches ont été de grande envergure. Environ 4 heures après le début de l'enquête, le corps de Derrick a été localisé. Ce crime atroce choque la communauté de Savona. Nous avons pensé à un pervers adulte, un pédophile, qui aurait pu commettre ce crime. La mère d'Eric pense que son fils peut aider à faire progresser l'enquête. Ma mère leur avait dit que j'étais de ce côté-là de la ville quand c'était arrivé et que j'avais pu voir quelque chose. Eric Smith a été emmené au poste. On a vite observé et décidé qu'Eric savait très certainement quelque chose. J'ai changé ma version des faits et ils l'ont remarqué. Le jeune garçon ne fait pas le poids face aux policiers aguerris. Ils savaient plus ou moins que c'était moi. Ils m'ont regardé et m'ont demandé « Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu nous mens ?» Et dans ma tête, je me disais « Dis-leur que c'est toi et finissons-en. » Le 8 août, 6 jours après avoir tué Derrick Robbie, Eric avoue tout à sa mère. En gros, je lui ai dit « Maman, j'ai tué Derrick. » Elle a simplement fondu en larmes et j'ai fait de même. Les Smiths préviennent les autorités le soir même. Eric, 13 ans, est accusé en tant qu'adulte du meurtre de Derrick Robbie. Eric plaide non coupable en raison d'aliénation mentale. Le procès débute pendant l'été 1994. Il a vécu 4 ans et 10 mois. Et c'est cette personne qui l'a tué. Le 16 août, le jury rend son verdict. Coupable de meurtre sans préméditation.
Eric écope de la peine maximale, la perpétuité, avec une peine incompressible de 9 ans. Si je pouvais échanger ma place avec Derrick, je le ferais sans hésiter. Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il était tout seul. C'est à cause de moi que Derrick est mort tout seul. Il n'a jamais pu vivre à cause de moi. Eric Smith obtient la possibilité de remise en liberté en 2004. On la lui a refusée à chaque demande. Mais il continue à demander sa libération. Lorsque j'ai tué Derrick, je n'avais pas de sens moral. J'ignorais ce que c'était. La différence entre aujourd'hui et quand j'avais 13 ans, c'est que je respecte la vie. La capitale des États-Unis est sous le coup d'une vague de terribles meurtres et le monde découvre avec stupéfaction que l'un des tueurs est un adolescent. En première position, Lee Boyd Malvo et les snipers de Washington, D.C. Le 3 octobre 2002, à peine un an après les attaques du 11 septembre, 4 personnes sont abattues par des snipers en un peu plus de 2 heures dans une banlieue du Maryland. Tout s'est passé si vite. Pan, pan, pan. Les États-Unis craignent que la fusillade ne soit l'œuvre de terroristes. Dans la soirée, une 5e victime est abattue par un sniper dans le district de Columbia. Le lendemain, dans un parking de Virginie, une femme est blessée par une autre balle de longue portée. Les gens tombaient comme des mouches, des innocents qui vaquaient simplement à leurs occupations. Pendant 3 semaines, la région de Washington, D.C. est en état de siège. On ne pouvait pas aller faire un plein d'essence ou faire ses courses. J'ai ordonné au gouvernement fédéral de mettre toutes ses ressources à disposition des autorités locales pour les aider à capturer ces individus. Après 3 semaines et 10 morts, le 24 octobre, un routier remarque une voiture sur une aire d'autoroute du Maryland. La Chevrolet Caprice bleue de 1990 correspond à un signalement publié quelques heures plus tôt. Vers 3 heures du matin, une équipe d'intervention spécialisée capture les tueurs, endormis dans leur voiture. Ils sont identifiés. Il s'agit de John Muhammad, 41 ans, et Lee Boyd Malvo, 17 ans. Quand ils ont montré les images de Lee à la télé, mes enfants m'ont dit « Maman, c'est notre meilleur ami, il faut que tu l'aides. C'est la faute de papa ce qui lui arrive. » Lee Malvo passe la majorité de son enfance sans famille ni vrai foyer. Lee n'a que 5 ans lorsque ses parents se séparent. 4 ans plus tard, sa mère, Una, le laisse en Jamaïque, son pays natal, pour aller travailler dans les îles voisines. À l'âge de 14 ans, il avait déménagé 15 fois, dans des lieux et avec des individus différents. À 15 ans, Lee retrouve enfin sa mère sur l'île d'Antigua, dans les Caraïbes. L'un de ses voisins est John Muhammad, né aux États-Unis et père célibataire d'un garçon et de 2 filles. Malvo est immédiatement attiré par Muhammad, qui a 39 ans. Il était génial avec les enfants, qu'il adorait. Lee en est venu à le considérer comme son père. 1 an plus tard, Lee va vivre en Floride avec sa mère, tandis que Muhammad emmène sa famille au loin. Il est allé à Bellingham, dans l'État de Washington, avec nos enfants et a vécu dans une mission, un refuge. Les autorités de Bellingham découvrent que John Muhammad n'a pas la garde légale de ses 3 enfants. En septembre 2001, les enfants retrouvent l'ex-femme de Muhammad, Mildred, qui vit au Maryland, juste à l'extérieur de Washington, D.C. John veut à tout prix retrouver ses enfants. Il organise un plan et Lee Malvo en fait partie. John l'a appelé et lui a dit que les enfants avaient été enlevés. Lee saute dans un bus qui l'amène de la Floride à l'État de Washington. C'est là que l'entraînement au tir a commencé. Muhammad, un vétéran de la guerre du Golfe, commence à entraîner Malvo pour en faire un soldat. Il a décidé de faire de ce jeune homme une machine à tuer. Le 16 février 2002, John Muhammad fait passer un test à Malvo. Armé d'un pistolet, le garçon de 16 ans doit se rendre chez une femme qui a aidé Mildred Muhammad lors de son combat pour la garde des enfants. Il a dit à Lee d'attendre qu'elle ouvre la porte et de lui dire simplement « Voilà pour vous ». La personne ciblée n'est pas chez elle. C'est en fait Kinya Cook, la nièce de cette femme, qui ouvre la porte. Et elle a reçu une balle en plein visage. Le meurtre de Kinya Cook a été le premier, mais il a aussi marqué la mort symbolique de Lee Boyd Malvo. De la fin février au mois d'octobre, Muhammad et Malvo parcourent les États-Unis et commettent des crimes violents. Il y a eu une série de vols, de meurtres. Muhammad explique à Lee qu'ils sont les soldats d'une guerre pour renverser un système diabolique et rétablir la justice sociale. Mais le vrai plan de Muhammad est personnel.
Il voulait me tuer pour récupérer la garde des enfants. Malheureusement, il a tué d'autres personnes pour faire diversion, pour que mon meurtre passe inaperçu dans une série de fusillades au hasard. La diversion de Muhammad terrorise Washington pendant 3 semaines et coûte la vie à 10 personnes. Malvo et Muhammad sont jugés séparément pour leurs crimes. Entre 2004 et 2006, Malvo est reconnu coupable de 8 meurtres avec préméditation. Il est condamné à la perpétuité sans possibilité de libération pour chacun des chefs d'accusation. Il a 18 ans et envisage de passer le restant de ses jours dans une cellule de prison. Muhammad est également reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à mort. En prison, loin de Muhammad, Lee Malvo commence à changer. Carmita Albarus Lindo, assistante sociale, a passé plus de 200 heures en prison avec lui. Vers la fin de l'année 2004, il a pris conscience de ce qu'il avait fait. Il est plein de remords. Il pleure les victimes. Le 10 novembre 2009, John Muhammad est exécuté par injection en Virginie. Vous savez ce que Lee obtenait de Muhammad et ce qui lui donnait satisfaction? Des biscuits, de l'eau et des raisins secs. C'est tout. Il ne voulait rien d'autre. Il ne recherchait que l'amour et la reconnaissance. Lee Malvo est toujours en prison en Virginie. Certains étaient des monstres, d'autres des enfants ayant mal tourné. Tous ont découvert que, même adolescents, ils pouvaient tuer. En quelques minutes à peine, c'est non seulement ma vie qui a basculé, mais aussi celle de tous ceux qui étaient impliqués.